On est très heureux d'accueillir Julie Coquard, qui va animer la table ronde et qui est journaliste scientifique, spécialiste des questions de santé et de développement durable. Et on est aussi très heureux d'accueillir Ève Demange, qui est conseillère municipale déléguée de Bordeaux pour la résilience alimentaire, Frédéric Levrault, qui est docteur en agronomie et expert changement climatique pour les chambres d'agriculture de France, et Thomas Solan, qui est viticulteur et éleveur en Gironde. Voilà. Et puis à la fin de la table ronde, si vous avez des questions, on fera passer un micro. Vous pourrez poser toutes vos questions. Je vous souhaite une belle table ronde. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux, malgré le beau temps. Donc, cette table ronde vraiment est dédiée à la question de l'adaptation de la viticulture et de l'agriculture face au changement climatique. Et ça s'inscrit de manière plus générale dans effectivement comment avoir un territoire et avoir une résilience alimentaire. Donc moi, j'avais une première question peut-être à poser à chacun des trois intervenants. C'est qu'est-ce qui vous a frappé dans le film? Quelque chose qui vous a marqué, que ce soit des images, un propos ou une technique? Parce que pour certains, c'est la première fois qu'ils le voyaient, d'autres non. Donc comme ça, à chaud, qu'est-ce qui... Okay. Bonsoir. Frédéric. Ce qui m'a frappé, c'est la diversité des effets du changement climatique sur les productions agricoles qui sont présentes. Alors, essentiellement dans le département de la Drôme, puisque c'est essentiellement là que le reportage se développait, mais dans quelques autres régions françaises qui ont été rapidement balayées. Et effectivement, quand on se penche sur cette question, on s'aperçoit qu'il n'y a pas aujourd'hui de région ou de département français qui ne soit affecté par le changement climatique. Et de même qu'il n'y a pas non plus de filière végétale ou animale qui ne soit affectée par le changement climatique. Tout le monde a à l'esprit les dates de vendange en viticulture ou les titres alcométriques des vins, mais c'est aussi la question des rendements en céréales à paille, de la multiplication des épisodes de gel au débourrement ou à la floraison, des grêles, etc. Donc j'ai trouvé une certaine correspondance entre cette diversité des effets tels que décrits et vécus par les protagonistes du documentaire et moi l'image que j'en ai au travers de mon activité professionnelle en France. Merci. Ève. Moi, ce que je retiens, c'est les paroles du maraîcher. Je crois qu'il s'appelle, c'est Stéphane, son nom. Stéphane, oui, ceux que Ouais, le gars avec voilà. ferme de l'auberge. Oui. Ouais, je trouve que c'est une des forces du film de nous raconter ce que vivent les agriculteurs à leur. On les suit en fait à leur hauteur et c'est très très touchant parce qu'on les voit en fait en train de se bagarrer. Ça commence comme ça d'ailleurs le film. Et à un moment dans le film, il dit. En fait, il faut qu'on nous aide, on a besoin d'être aidés pour s'adapter au réchauffement climatique. C'est quelque chose d'assez, qui nous touche de façon très importante. Et il faut qu'on soit accompagné. Et ça, moi, effectivement, ce côté de soutien, de se tenir en soutien des agriculteurs et de ne pas les laisser seuls se battre face à ce contexte qui change, c'est quelque chose qui, moi, me touche énormément et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles, à la ville de Bordeaux, on est très en soutien en fait, des producteurs et des productrices locaux. Merci. Je crois que vous avez un micro chacun, en fait. Oui, hein, mais... oui, bonjour à tous. Moi, j'ai beaucoup apprécié dans ce documentaire cette solidarité qu'il y avait sur ce territoire finalement, parce qu'on a découvert plusieurs acteurs de la vie drômoise, un territoire un peu particulier, on va dire, en France par son approche agricole et qui est très axé justement sur une agriculture biologique et qui est d'ailleurs un des modèles au niveau de notre territoire français, mais il y a cette forme de solidarité entre agriculteurs. Finalement, on n'a pas vu d'opposition d'un modèle à un autre. Et on a aussi cette forme de solidarité entre le consommateur, les personnes qui vivent sur ce territoire et cette population paysanne. Finalement, on a cette forme de résilience où on cherche à trouver des solutions, mais des solutions par amour de là où ils vivent. Et moi, ça me touche beaucoup parce que je suis issu d'un tout petit village de la Gironde et je pars du principe que l'agriculture a une force et un intérêt important dans notre vie au quotidien. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir en premier.
Alors justement, peut-être que vous pouvez nous préciser donc le lieu de votre exploitation des vignes. Alors, je ne suis pas sûr que ça va parler à grand monde. Je suis à Courpiac. C'est un petit village de 130 habitants et 220 hectares. Donc c'est une petite goutte d'eau au milieu de la Gironde et c'est à une quarantaine de kilomètres de Bordeaux. Vous tracez une ligne entre Langon et Libourne et vous prenez le point au milieu et normalement vous tombez chez moi. On essaiera. Alors, après, j'ai une autre question, donc pareil, un peu générale, et peut-être que c'est vous, Stéphane, qui pourrez répondre en premier. Pour vous, les effets du changement climatique, c'est quoi? Enfin, très concrètement, dans votre vie quotidienne ou dans la vie dans la viticulture, et pas que, puisque vous ne faites pas que des vignes, comment ça se manifeste et comment ça se traduit? Le changement climatique, on parle du changement, on parle de dérèglement climatique, parce que finalement, on s'aperçoit que certaines années, on retrouve des références bien plus éloignées que les temps qu'on vit aujourd'hui, parce que des années chaudes, on en a connu dans le passé, on peut remonter à 1922, 76, les années froides, les hivers de 56 ou autres. C'est vrai qu'on a la récurrence. Moi, je me suis installé en 2008. 2008, j'ai connu mon premier épisode de gel, alors qu'avant de m'installer, mon père me parlait de l'épisode de gel de 91, et j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas eu depuis. Et puis j'ai connu l'épisode de gel de 2012, l'épisode de gel de 2017, 2019, 2021. Finalement, c'est devenu une récurrence. Et puis j'ai revu mes collègues. C'est des épisodes de grêle de plus en plus forts, avec des intensités plus ou moins importantes, des épisodes de sécheresse. On a connu 2022 qui était très fort, 2015, 2011, 2005. J'ai quand même de la mémoire, donc je pourrais vous en citer pas mal. Je ne suis pas une encyclopédie de la météorologie, et j'ai ma petite station météo chez moi. Mais c'est vrai que le changement, il est compliqué parce que pour piloter une exploitation, aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur la campagne ou sur l'année à venir. Finalement, ce qu'on a vécu une année ne sera pas forcément la même chose sur l'année suivante. Et se préparer à affronter ces éléments, c'est devenu une complexité. Déjà, se battre contre le climat et contre les éléments du ciel, c'est difficile. Mais ne pas savoir ce qui va nous arriver, c'est quasi impossible aujourd'hui. Eve, si tu veux rajouter quelque chose. Alors là, moi, je vais plutôt témoigner. Je suis allée à la rencontre de plusieurs agriculteurs, et notamment des maraîchers, des maraîchères de la ceinture maraîchère de la métropole de Bordeaux. Et j'ai rencontré des maraîchères en particulier qui pourtant étaient très expérimentées, qui avaient 15 ans, 20 ans d'expérience, dont les parents étaient dans le maraîchage. Et je les ai vus vraiment désemparés, vraiment déprimés, suite à un énième épisode de grêle qui venait de détruire leur serre, en fait. Au bout d'un moment, la problématique, c'est que quand ça arrive trop souvent, ça arrive une fois, on s'en remet, on la reconstruit, on en met une autre. Quand ça arrive l'année d'après, il y a aussi la question après de financièrement, comment on fait, parce que les assurances après, quand ça revient trop souvent, c'est compliqué. Et moi, c'est ça qui m'a frappée en tant qu'élue, de me dire, parce qu'en tant qu'élu, on veut soutenir les agriculteurs qui sont sur la ceinture maraîchère, qui sont proches de nous. Aujourd'hui, si on prend l'autonomie alimentaire de la métropole bordelaise, c'est 1,7%. Donc on a surtout envie que ceux qui sont installés, en fait, ils restent. Et de voir que finalement ces épisodes de sécheresse, de grêle, ça finit par miner le moral en fait des troupes, quoi, et que des agriculteurs, même expérimentés, même passionnés, finissent par avoir envie de jeter l'éponge. Moi, elle m'a dit, mais en fait, moi, j'ai envie de jeter l'éponge. J'en peux plus, là, c'est la 4e année. Donc évidemment, voilà, moi j'ai pas envie de ça. Voilà, ça c'est vraiment ce qui m'a moi touchée et marquée. Et après, pour si je dois parler au nom des mangeurs, des mangeuses, des Bordelais, des Bordelaises, ça se voit sur le prix des denrées, parce que quand on effectivement a une grosse épisode de sécheresse, on peut avoir parfois des produits qui deviennent rares, donc chers. Merci. Alors, on reviendra peut-être après sur cette histoire d'autonomie et de pourcentage. Frédéric, votre aspect. Notre pays s'est réchauffé d'à peu près 2 degrés au cours des 50 dernières années. Et la trajectoire sur les décennies qui viennent, la trajectoire à attendre est à peu près la même.
Pour vous donner un équivalent un peu plus local ou un peu plus géographique, une ferme française ou une exploitation agricole française, où qu'elle se trouve en plaine, en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs, ça correspond au fait qu'elle descendrait vers le sud d'à peu près 10 km tous les ans. 2 degrés de réchauffement en un demi-siècle, c'est comme si une ferme, une exploitation agricole descendait vers le sud d'à peu près 10 km tous les ans. Donc c'est un réchauffement qui est tout à fait considérable. Mais comme ça vient d'être dit, le changement climatique, ça n'est pas que de l'augmentation de température, même si ça en constitue un descripteur important, peut-être parmi les plus importants. C'est aussi une multiplication d'événements extrêmes, des contrastes entre saisons ou bien entre années beaucoup plus marqués qu'autrefois, et donc une plus grande difficulté pour la pratique agricole dans son ensemble, comme ça vient d'être indiqué. Donc le défi pour les agricultrices, les agriculteurs, et pour l'agriculture française dans tout son ensemble, y compris son accompagnement technique et scientifique, c'est de gérer à la fois, ou d'accompagner à la fois cette évolution en tendance vers des températures de plus en plus élevées, et en même temps des à-coups, des aléas qui exercent une forme de brutalité vis-à-vis de l'agriculture et rendent la production de plus en plus complexe à réaliser. Merci. Alors justement sur ces questions de chiffres sur le réchauffement ou le changement climatique, même changements globaux, donc vous êtes agronome et expert climatologie, vous avez développé différents outils qui permettent d'objectiver ces changements. Est-ce que vous pouvez nous parler de Oracle que vous avez conçu ? Oracle, c'est l'Observatoire régional agriculture et changement climatique que nous avons développé en Nouvelle-Aquitaine alors même avant que Nouvelle-Aquitaine n'existe en tant que telle, mais disons, on va dire en Nouvelle-Aquitaine à partir de 2015-16, réforme territoriale, quelques années avant en Poitou-Charentes. Le but étant, donc, un outil porté par la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, déployé maintenant dans une dizaine d'autres régions françaises avec le même acronyme. Et le but étant de faire prendre conscience, à l'époque c'était nécessaire, un petit peu moins maintenant, mais l'effort est néanmoins poursuivi, de faire prendre conscience à l'ensemble de la profession agricole et à toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'avenir d'une agriculture régionale dans une région donnée, sous le questionnement du changement climatique, de faire prendre conscience de la réalité des évolutions climatiques et agricoles en cours. Donc ce sont des dispositifs d'observation en libre accès sur le site internet des chambres régionales d'agriculture concernées, donc Nouvelle-Aquitaine pour la nôtre, et qui vous permettent, catégorie d'indicateurs par catégorie d'indicateurs, de regarder à quelle vitesse évoluent les températures, de savoir si les précipitations s'accroissent ou pas, à quelle vitesse se sont précocifiées les floraisons en arboriculture, à quelle vitesse se sont précocifiées les vendanges dans les principaux vignobles, à quel moment est apparu le plafonnement du rendement des céréales à paille, etc., etc. Donc le but, c'était, et c'est toujours, de montrer la réalité des faits pour que, à partir de ce diagnostic d'un paysage agricole régional en pleine évolution sous l'effet du changement climatique, puisse être réfléchi, défini, partagé si possible, des solutions dites d'adaptation, c'est-à-dire la réponse à la question comment pouvons-nous faire pour continuer à produire demain dans un climat qui ne sera pas le climat d'aujourd'hui n'étant déjà plus tout à fait le climat d'hier. Oui, en cet égard d'ailleurs, le film qui sorti en 2024, vous l'avez compris, a été tourné en 2022. Les problématiques rencontrées par les agriculteurs et les agricultrices n'est pas celui de cet été. Donc ça, c'est un propos qu'on a eu, Thomas, quand on a échangé sur de faire face à des événements extrêmes non reproductibles d'année en année. Donc, je ne sais pas si vous pouvez un peu détailler la difficulté qu'il y a eu entre 2022 et 2023 notamment. On a eu, c'est un très bon exemple, ces 3 dernières années qu'on vient de vivre. 2022, finalement, c'est un peu le symbolique de ce qu'on nous annonce, des années de plus en plus chaudes et de plus en plus sèches.
avec des événements exceptionnels, les incendies qu'on a eus en Gironde, le manque de précipitations. On était, en termes de précipitations, on devait être autour des 700-800 mm, très proche de la moyenne d'ailleurs à Bordeaux, mais très mal répartis d'un certain côté, donc qui ont fait souffrir les cultures. Et nous, dans ce sens-là, comme vous avez pu voir dans le documentaire, nous on pratique les couverts végétaux, par exemple, pour justement ne pas laisser nos sols à nu. Et cette année-là, on a eu un effet inverse, puisque les couverts végétaux ont eu un effet battant, ont pompé l'eau au moment où on aurait dû les détruire, parce qu'on a eu un manque d'eau beaucoup trop tôt dans la saison, et on a eu une asphyxie, nos sols n'ont pas pu être assez aérés, et nos vignes ont moins bien profité avec ces couverts végétaux. Donc finalement, ce qui aurait dû nous aider à s'adapter au réchauffement climatique a été un inconvénient pour nous. Et puis à l'inverse, on travaille aussi nous sur la gestion des sols, où on travaille sur, pareil, ça a été abordé dans le documentaire, sur le taux de matière organique. Alors nous, en étant éleveurs et viticulteurs, bien entendu, on fait partie de cette agriculture où on part du principe qu'on peut récupérer nos déjections animales, donc notre compost, notre fumier, qu'on va ramener dans notre vignoble, en plus de l'humus végétal qu'on apporte avec nos couverts végétaux, en se disant avec un taux de matière organique élevé, on sera beaucoup plus résilient par rapport aux épisodes de sécheresse. Donc, malgré tout, 2022, ça nous aide parce qu'on a des taux de matière organique qui augmentent depuis plusieurs années. Donc on arrive quand même à s'adapter par rapport au manque d'eau, un peu moins par rapport au coup de soleil, parce que quand vous avez des pics de chaleur à 40-42 degrés, eh bien, ça amène des dégâts sur les cultures. 2023, on va dire une année difficile au niveau de la pluviométrie par rapport aux maladies fongiques. C'est une des complexités aussi du changement climatique. Et puis, vous arrivez au vendange, vous avez à peu près sauvé votre récolte, c'est une chose difficile, et vous avez des températures à 40-45 degrés qui viennent vous griller le raisin sur pied. Et puis, vous arrivez 2023, où vous vous dites, mais non, on ne va pas trop dégarnir le feuillage de nos vignes, on va refaire ce qui se fait dans le sud de la France. On laisse un peu plus de feuillage au niveau des grappes pour que les grappes soient protégées du soleil. Et en fait, pas du tout. Vous prenez valeur référence 18 octobre 2023 et on fêtera l'anniversaire dans quelques jours, 18 octobre 2024, on va frôler les 1500 mm, alors que la région est à moins de 900 mm, le département est à moins de 900 mm. Donc excès d'eau, du coup beaucoup de matière organique, excès d'azote dans le sol, et du coup qualitativement, on n'a pas le résultat escompté sur la qualité de notre raisin. Et ça, à piloter, c'est difficile. On veut être résilient par rapport à une hausse des températures. Finalement, lorsqu'on a une année type, on pourrait voir, 2004 était à peu près similaire. Donc il y a 20 ans, on avait ce type de climat et de récolte. On a exactement le raisin qu'on avait il y a 20 ans, mais finalement, notre pratique culturelle n'a pas été adaptée par rapport au climat qu'on a eu. Et pour moi, c'est très difficile à piloter. Alors, on n'est pas que viticulteur, donc ça nous permet aussi de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Mais on a du mal finalement à transmettre et à avoir un itinéraire qui est adaptable. Je pense qu'on est une exploitation agile, mais notre itinéraire culturel n'a pas l'agilité pour se remettre en question à l'espace de 1 ou 2 mois. C'est-à-dire dès l'instant qu'on a commencé une certaine pratique, et encore plus sur des cultures pérennes, et quand on plante de la vigne, c'est pour 20, 30 ou 40 ans, eh bien, on ne peut pas à un certain moment rechanger le porte-greffe, rechanger le matériel végétal en permanence. On peut agir sur certains leviers, mais pas sur tous. Merci. Ève, vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur ces questions-là? Est-ce que vous, par exemple, en tant qu'élu, est-ce que vous connaissiez Oracle, qui, je pense, n'est pas forcément connu par... c'est plutôt pour les pros. Donc, c'est vrai que moi, en tant qu'élu, j'ai pas la technique des spécialistes. Non, je le connaissais pas. Non, parce que justement, on a échangé, et moi, je trouve ça, donc moi, je suis pas dans un parti non plus, mais je trouve ça super intéressant. Et là, donc, quand on discutait, Oracle, vous l'aviez un peu défini, Frédéric, comme un outil qui est un rétroviseur, qui permet de voir dans le passé ce qui s'est passé, les rendements culturaux en fonction de telle météo. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'adapter et de se projeter, de planifier. Donc, il y a un autre outil qui s'appelle Climat 21. Donc, si vous voulez bien nous dire 2 mots. Oui, on a la chance d'avoir en France une communauté scientifique de climatologues qui est extrêmement brillante, qui participe abondamment aux travaux du GIEC et qui a reçu comme instruction des pouvoirs publics et de son ministère de tutelle, donc en l'occurrence l'environnement, suite à une directive européenne,
de mettre à disposition des acteurs socio-économiques français, quel que soit le secteur concerné, mais donc l'agriculture aussi, les connaissances à disposition, scientifiquement validées, sur l'évolution du climat attendu en France pour les décennies à venir. Alors quand je dis attendu, ce n'est pas ce qu'on souhaite qu'il va advenir, c'est tel que les outils dont disposent les scientifiques sont capables de les décrire, ces évolutions climatiques. On parle de projection climatique, donc en fait ce sont les mêmes outils que ceux qui sont utilisés en prévision, mais qui sont utilisés différemment à l'échelle de plusieurs décennies pour dégager à grands traits les trajectoires climatiques auxquelles notre pays va être soumis en fonction de tel ou tel scénario d'émissions de gaz à effet de serre. Donc nous, on a tout simplement valorisé ces contenus mis à disposition par la communauté scientifique en permettant pour un public essentiellement de conseillères et de conseillers agricoles, hein, c'est un outil technique, en leur permettant de valoriser ces projections climatiques, ces descriptions climatiques futures au travers du calcul d'un certain nombre d'indicateurs de faisabilité de systèmes agricoles ou de pratiques agricoles dans les décennies qui viennent. Donc on peut, pour reprendre l'exemple de la viticulture, si chère à Thomas bien sûr, on peut analyser comment vont évoluer les durées des cycles culturaux de la vigne, cépage par cépage, en Gironde ou ailleurs. On peut analyser l'évolution des risques futurs de gel au débourrement. On peut analyser l'évolution future du risque d'avoir des températures trop élevées susceptibles de générer des brûlures de feuillage, etc. Donc en fait, on se dote de la capacité de pointer sur les décennies qui viennent des points critiques, disons, des choses qu'il va peut-être falloir éviter, d'autres éventuellement plus favorables. Donc le point fort, c'est que ça donne de la lisibilité sur les décennies qui viennent et ça permet de commencer à imaginer des voies d'adaptation. On sait par exemple que pour ce qui concerne le blé, qui a été évoqué dans le reportage, l'augmentation à venir des jours chauds au mauvais moment du cycle cultural du blé, en fin de cycle cultural, va continuer à impacter les rendements, voire peut-être va finir par les faire diminuer. Et ce n'est pas une surprise si l'Institut technique des céréales Arvalis et l'INRAE, l'Institut national de recherche agronomique, ont, il n'y a pas très longtemps maintenant, développé un travail très important de recherche de variétés de blé avec des meilleures tolérances aux températures élevées, ce qui était une problématique absolument inimaginable il y a 20 ans ou 10 ans. Donc ces outils de prospective, ils sont là pour essayer de regarder devant. Donc on a un petit peu les deux aspects de l'investigation. Maintenant, la difficulté, Thomas l'a très bien dit précédemment, c'est que ce sont des outils d'examen du moyen terme et du long terme, parce que pour le moment, la climatologie qui nous propose beaucoup ne peut nous proposer que ça. Et donc, ce ne sont pas des outils pour répondre à la question que pourrait se poser pour l'an prochain, Thomas. Est-ce que je dois favoriser une conduite de ma vigne pour une année humide ou une conduite de ma vigne pour une année sèche? Ça, on ne sait pas le faire encore. Les climatologues travaillent dessus, mais ça n'est pas disponible. Donc nous, on est des organismes d'accompagnement, les chambres d'agriculture. Et donc, on fait avec ce que la science nous propose et nous propose de valider, donc de l'observation, de la projection à moyen terme et long terme, et on essaye, ce faisant, de donner de la lisibilité, d'aider à ce que les meilleures décisions possibles soient prises par tous les acteurs du monde agricole, régional ou français. Ah oui, c'est vrai que le climat et météo sont deux informations différentes qu'on mélange souvent. Le climat, effectivement, pour caricaturer, c'est plutôt sur le long terme. La météo, c'est quel temps on va faire demain ou la semaine prochaine. Et donc, en ce sens, voilà, les outils climatologiques n'aident pas à prévoir la météo du mois prochain. Ève ? Moi, je voudrais peut-être répondre du point de vue
ceux qui finalement mangent et qui vont venir acheter les produits et qui peuvent être en soutien, notamment les villes. C'est vrai qu'à Bordeaux, alors moi, la délégation que j'ai prise s'appelle la résilience alimentaire. C'est une délégation qui n'existait pas auparavant. Donc la résilience alimentaire, c'est comment est-ce qu'on prend en compte dans notre réflexion en tant que ville cette question du contexte qui change, un contexte dans lequel on va avoir des événements, des intempéries, des événements climatiques qui vont être imprévus et qui font que notre système, il faut qu'on se pose la question tous ensemble de savoir comment est-ce que le système finalement peut s'adapter, peut devenir plus robuste et comment est-ce que face à ces situations qui se répètent, on peut arriver à changer la manière de fonctionner pour que demain, finalement, on arrive à mieux se remettre et mieux fonctionner. Donc c'est clair que nous, en tant que ville de Bordeaux, on a aussi un rôle à jouer. À un moment dans le film, je crois que c'est... alors je ne sais plus comment il s'appelle, ce spécialiste, c'est monsieur... Conrad Non, c'est Bricard, je crois. À un moment... Simon Ricard, sur l'eau. Simon Ricard, sur l'eau. Voilà, c'est ça. Il parle du rôle très important qu'ont finalement les consommateurs doivent reprendre en main finalement ce sujet. Et on doit aussi, nous, finalement, se réinterroger sur la valeur de ce qu'on achète, la valeur de la nourriture. Et c'est vrai qu'une ville comme Bordeaux, finalement, travaille aussi à recréer, avec cette question de la résilience alimentaire et cette nouvelle politique qu'on met en œuvre, sur la solidarité. Comment est-ce qu'on arrive à recréer, on arrête de penser notre système alimentaire en silo, de façon totalement séparée, avec finalement... des personnes qui vont aller acheter de la nourriture comme si c'était un bien, sans se poser la question de savoir qui l'a produite, dans quelles conditions, et est-ce que, oui ou non, c'est fragile à un moment, mais de se dire, ah oui, c'est telle personne qui l'a produite, et de recréer finalement cette chaîne, et de recréer de la visibilité, et de recréer un maillon de personnes, de la fourche à la fourchette, qui finalement pensent de façon solidaire. Donc nous, on a vraiment, avec cette question-là, voulu vraiment travailler, réfléchir et voir comment une ville comme la ville de Bordeaux pouvait finalement avoir une action. Et au final, une ville comme Bordeaux, il y a plusieurs sujets sur lesquels nous, on peut agir. Un des premiers leviers qu'on a quand on est une ville, c'est notamment la commande publique. Parce que quand vous êtes une ville, vous gérez les repas pour les écoles maternelles et primaires. Pour nous, à la cuisine centrale, ça représente quand même 24 000 repas par jour. Donc c'est énorme. Vous avez un pouvoir d'action important. Je le disais tout à l'heure, sur la métropole bordelaise, on a une autonomie très faible. L'objectif, c'est pas d'être à 100% autonome, mais clairement, pour être plus résilient demain, c'est sûr qu'il faut quand même qu'on remette la main sur une partie de notre autonomie alimentaire. Et donc, nous, on est parti du principe, à la ville de Bordeaux, qu'on encourageait et qu'on aidait les filières à se structurer. Donc, la cuisine centrale, aujourd'hui, on a vraiment une politique d'achat très volontariste. On est à 63% de bio, dont 75% vient de la région Nouvelle-Aquitaine. Et avec vraiment cette volonté d'aider les filières à se structurer et de les soutenir en fait par notre commande. Et l'année dernière, ça représentait plus de 6 millions d'euros. Donc c'est un exemple de décision qu'on peut prendre, sur lequel on peut, nous, en fait, agir et venir en soutien. Parce qu'à partir du moment où on offre un revenu stable à un agriculteur, à une agricultrice, il peut commencer à réfléchir, à se projeter, à se dire comment je vais travailler pour que demain, comment je vais tester des nouvelles pratiques pour que demain je sois plus résilient. S'il il s'en sort pas financièrement, il est exsangue, il peut pas se projeter dans l'avenir. Merci. Alors je crois qu'il y a d'autres leviers sur lesquels la ville peut agir. On pourra y revenir plus tard. Mais non, mais tout à fait. Non, mais justement, je voulais savoir, est-ce que Thomas, vous pensez que effectivement, alors c'est pas la cantine scolaire qu'on va servir du vin, mais est-ce que cette idée de l'accompagnement, de la commande publique qu'une ville peut orienter, peut devenir en soutien, parce que vous parliez d'accompagnement, d'aide, est-ce que ça pourrait être une solution déjà ?
Oui, d'ailleurs, la loi Egalim encourage fortement à ce qu'on ait un approvisionnement local et bio et de qualité. Donc ça, c'est un point essentiel qui doit remettre en lien les collectivités avec les agriculteurs. Après, il y a quand même une sacrée organisation à mettre en place. Il y a déjà un problème, si on parle juste de la restauration collective ou cantine scolaire, si on ne va pas aller au-delà, une problématique de timing. La restauration scolaire, elle n'est pas ouverte le samedi, elle n'est pas ouverte le dimanche, elle n'est pas ouverte pendant les vacances scolaires. On sait qu'en maraîchage, la partie où on produit le plus, c'est juillet, août. C'est assez difficile de vraiment contractualiser à grande échelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier sur ce débouché. Moi, j'ai toujours été persuadé qu'à un certain niveau, il faudrait presque adapter l'assolement culturel par rapport à la demande du client. J'entends par là, on va arriver en période hivernale. Je prends souvent l'exemple, j'adore ça en plus, le potimarron, une plante plutôt facile à cultiver. Mais pourquoi pas demander à un agriculteur de produire 2 ou 3 tonnes de potimarron pour la semaine 45 qui sera livrée pour tant de cantines, et puis un autre qui va produire les 2-3 tonnes qui seront livrées pour la semaine 46, etc. etc. Je crois qu'il y a aussi, au-delà de la commande publique, il y a une sorte d'organisation et de planification pour l'agriculteur. Ce que nous, on demande d'ailleurs, c'est la contractualisation. Quand on contractualise sur 1 année, 2 années ou 3 années, ça permet à l'agriculteur de s'organiser, d'avoir une visibilité sur le long terme, de mieux gérer son assolement et finalement de s'adapter. On s'adapte au climat, on s'adapte au marché. Donc oui, moi je pense que ça peut être aussi un accompagnement et une facilité pour l'agriculteur d'avoir une arme supplémentaire face au changement climatique. Merci. Alors, donc justement, c'est cette contractualisation qui permet d'assurer un certain minimum de revenus. Est-ce que c'est ça qui permet de se lancer dans des expérimentations? Vous me parliez des VIFA, donc des VIFA qui sont, je ne sais plus l'acronyme. Des variétés d'intérêt à fin d'adaptation. Là. Donc, en viticulture, on parle oui, bien de viticulture. Oui, du coup, oui, en viticulture. Voilà, qu'est-ce qui est justement, qu'est-ce que vous tentez à titre personnel, et qu'est-ce que, avec le Vinipôle que vous présidez, que vous pourrez nous présenter, vous tentez comme adaptation avec des cépages? Alors, le Vinopôle de Bordeaux-Aquitaine qui est à Blanquefort. Alors, je reviens sur les VIFA. Alors, VIFA, c'est une ouverture qu'on a au niveau du cahier des charges de l'appellation Bordeaux, parce que si vous ne faites pas d'appellation, vous avez plutôt une liberté beaucoup plus large à tester. Donc là, on s'est engagé sur 10 ans à essayer certaines variétés au sein de ce cahier des charges de l'appellation, où on se doit de faire une observation, une vinification séparée, et on doit rendre une production qui sera dégustée par les experts de notre organisme de gestion, donc notre appellation, pour savoir si ces cépages demain correspondront à notre appellation et si ces cépages vont bien s'adapter au changement climatique. Alors moi de mon côté, j'ai testé le Casté, qui est une vieille variété bordelaise et qu'on a réintroduite, alors qui me plaisait pour certains éléments gustatifs. C'est pas le plus productif, mais c'est tolérant à la maladie, c'est un peu plus tardif. On parlait du stade du débourrement par rapport aux données qu'on a. On sait qu'à ce stade, si on prend 2,5 degrés, le merlot va débourrer, le merlot sera à maturité à fin juillet. Alors oui, on peut vendanger fin juillet, mais est-ce que finalement on aura la qualité escomptée? On n'en est pas persuadé. Donc on cherche des cépages qui sont un peu plus tardifs. Et au sein du Vinopôle, finalement, le Vinopôle, c'est un organisme de recherche, puisque l'agriculteur seul ne peut pas faire de recherche. Et clairement, c'est extrêmement compliqué. C'est énormément de moyens. Alors, seule peut-être une élite d'agriculteurs qui ont les moyens d'avoir un pôle R&D peuvent s'en sortir. En tout cas, chez moi, j'ai besoin d'être accompagné. On a 3 expérimentations sur notre exploitation qui sont suivies notamment par la Chambre d'agriculture et le Vinopôle. Et au sein du Vinopôle, aujourd'hui, on s'engage sur plusieurs projets. Les plus marquants, c'est des associations sur ces variétés résistantes, variétés à fin d'adaptation, avec les porte-greffes, pour maîtriser le débourrement, pour maîtriser aussi le débourrement. Plus il est tardif, plus on va passer peut-être le cap du gel. On sait qu'on gèle début avril. Mais si on a un débourrement qui est plutôt au 15 avril, on s'évite ces gelées des 15 premiers jours. On va observer aussi par rapport aux nouvelles maladies émergentes. On a la bactérie fastidiosa aussi qui arrive. Donc on essaie aussi de regarder les variétés qui vont s'adapter. Et puis aujourd'hui,
On a lancé une serre de prémultiplication pour avoir un matériel végétal de qualité, adapté, indemne de virose de la vigne, pour justement diminuer le nombre de traitements qu'on va faire derrière sur nos parcelles. Et puis, un des projets qu'on est en train de développer, c'est dans le cadre des démonstrateurs. Donc, c'est projet Vitiliance, où à ce niveau-là. Donc, alors le Vinopole, je rappelle rapidement, c'est une association qui rassemble l'IFV, l'Institut français de la vigne, l'Agrocampus de Bordeaux, donc c'est les lycées agricoles, puisque le Vinopole est hébergé au Château d'Yons, ce qui permet aussi aux futurs professionnels du métier de la vigne et du vin de se confronter à ces nouvelles technologies. Et la Chambre d'agriculture, ils sont associés au Vinopole, les deux interprofessions, Bordeaux et Bergerac-Duras, ce qui nous permet d'avoir une ampleur assez importante, sachant qu'on a la recherche fondamentale et la recherche appliquée, et que nous, notre rôle, c'est surtout de faire du transfert auprès des professionnels et des viticulteurs. Et enfin, donc, je reviens sur le rôle de ces démonstrateurs, qui, moi, me tient beaucoup à cœur, parce que finalement, ce démonstrateur, on va avoir l'occasion de peut-être créer ce que sera l'exploitation viticole de demain. Et cette exploitation viticole de demain, finalement, on a carte blanche, c'est à nous de l'imaginer. Alors moi, j'aime bien employer le terme, peut-être qu'on aura l'exploitation de type chaise longue, où on met le plant de vigne et ça poussera tout seul. C'est un peu idyllique, mais dans la réalité, ce qu'on cherche plutôt à regarder, c'est quelle variété on mettra en place demain, quelle association de variétés on pourra mettre, parce que certaines variétés auront peut-être une association qui nous permettront de mieux résister à certaines maladies. Est-ce qu'on devra faire de l'agroforesterie? Est-ce que l'agroforesterie, ça n'a pas été abordé d'ailleurs dans le documentaire? On parle beaucoup d'agroforesterie sur des bien-être écologiques ou de température, et on parle aussi d'agroforesterie avec un revenu complémentaire. Moi d'ailleurs, sur mon exploitation, on a intercalé des plantations d'oliviers avec des plantations de vignes, donc avec un rôle aussi de couper les courants d'air froid au niveau de nos parcelles, puisque c'est des feuillus permanents, donc ça nous intéressait d'avoir une végétation importante au moment des gelées d'avril, et puis de voir si on ne peut pas faire de l'éco-pâturage avec des brebis, faire du maraîchage à d'autres périodes. Finalement, c'est de voir comment on peut associer une exploitation viticole qui, d'une contrainte climatique, va en faire un atout pour que demain, elle soit plus performante, plus résiliente, mais surtout peut-être résiliente économiquement. On n'en parle pas assez, mais tout ce changement, il a un coût. Et ce coût, il faut que l'exploitation le supporte, ou derrière, il faut aussi que ça soit supporté par le consommateur. Et ça, c'est vraiment le défi de demain qu'on va avoir au sein du Vinopole, c'est de tester et de transférer auprès des viticulteurs, et le plus rapidement possible, parce que finalement, une exploitation, ça vit, ça se transmet, et les générations qui vont arriver demain, et j'espère qu'il y en aura, même si c'est très dur aujourd'hui, il faut leur donner envie de venir s'impliquer dans le métier agricole. Il y a les nouvelles technologies, on l'a vu sur la fin de ce reportage, on teste la robotique. Finalement, c'est rendre ce métier glamour et expliquer qu'on peut vivre de ce métier décemment. Merci. Alors justement, toute l'agroforesterie, l'éco-pâturage, la polyculture élevage, donc c'est ce que vous faites, puisque vous avez aussi donc des limousines, des Galloway. Ça rejoint ce que Ève me disait la dernière fois, de peut-être moins spécialiser que les régions seraient. On a tendance, il y a quand même beaucoup de vignes ici, hein, et que si on était plus diversifié, on est peut-être plus autonome, plus résilient. Est-ce que l'un de vous veut réagir à cette idée? Au moins partiellement, je dirais dans une certaine limite, parce que pour ne parler que production végétale, les possibilités de culture dans un territoire donné, même sous climat changeant, restent, on va dire, à l'échelle de quelques années, liées aux possibilités permises par ce climat et les sols rencontrés dans le périmètre que vous considérez. Donc, même sous climat changeant, on ne peut pas tout examiner dans un territoire donné. Et puis vous avez quand même aussi, peut-être en frein relatif à cette perspective, des questions de filière, d'organisation, de masse critique qui sont nécessaires. Alors, c'est peut-être pas la condition unique ou la condition suffisante, mais c'est souvent une condition nécessaire pour que un type de production, même imbriqué avec d'autres dans un territoire, puisse prendre place. Pour rebondir sur l'exemple de diversification
indiquées par Thomas tout à l'heure. Vous avez dans d'autres régions viticoles françaises où la contrainte hydrique atteint des niveaux qui deviennent rédhibitoires même pour la viticulture. Dans des zones non irrigables physiquement, vous avez des viticulteurs qui commencent à tester de l'aloe vera, du figuier de Barbarie. Alors regardez au début, parce que ça part souvent avec l'initiative d'un leader ou d'une leaduse. D'une leader, je ne sais pas comment on dit. Et puis on se rend compte que petit à petit, ça agrège et que parvient à se mettre en place une filière en lien avec des débouchés cosmétiques. Donc je parlais du département de l'Aude pour ne pas le nommer. Donc oui, des combinaisons, des multiplicités de production, oui, c'est une forme de résilience. Mais la mosaïque... Elle a sa limite basse, quoi. C'est-à-dire que pour que cette mosaïque puisse se constituer, cette mosaïque de production dans un territoire, il faut que chacun de ces éléments ait la taille suffisante pour tenir économiquement, quoi. Non, Ève, Thomas moi, je rebondis sur ce qu'a dit Thomas quand il a parlé de l'importance de aussi se caler sur finalement les besoins de ceux qui sont à la fin, des mangeurs, mangeuses. Moi, je dis mangeurs, mangeuses. Enfin bon, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important que dans l'équation, dans la réflexion, il y ait aussi la question de qu'est-ce qu'on veut manger. Qu'est-ce qu'on veut manger ? Et c'est vrai que c'est là où nous, finalement, élus... des collectivités, on peut aussi travailler, et c'est ce qu'on fait notamment avec ce festival Bon qui dure toute la semaine, pour finalement se poser la question, ouvrir cette question de qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, quelle est la valeur de ce qu'on mange aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mangera demain. Et remettre en fait toute cette réflexion en route dans tous les publics, mais sans culpabiliser, hein. L'idée, c'est avec ce festival Bon, c'est vraiment de se dire que finalement, on a tous un rôle à jouer. Aujourd'hui, une ville comme Bordeaux, c'est 250 000 personnes qui mangent plusieurs fois par jour. Donc si demain, effectivement, ces personnes se mettent à vraiment avoir conscience de l'impact qu'elles peuvent avoir, à la fois en achetant plus local, mais aussi dans ce qu'elles vont choisir de manger, forcément, ça va impacter toute la filière. On parlait dans le film, ils mettent bien en valeur l'importance aussi d'aller vers une alimentation plus végétale. C'est aussi un des thèmes forts du festival Bon, de se dire qu'aujourd'hui, à un moment, il dit mais on mange trop de viande en fait par rapport à nos besoins nutritionnels. Et c'est vrai que la question qu'on veut poser aussi, nous, qu'on veut mettre sur la table avec un festival comme Bon, c'est comment est-ce qu'on peut finalement cuisiner différemment, comment est-ce qu'on peut se régaler, comment est-ce qu'on peut aller vers une alimentation plus végétale tout aussi gourmande, et le faire finalement avec tous ceux qui ont envie d'y aller, en partageant des recettes, que ce soit des chefs. Cette semaine, c'était le parrain du festival, c'était Thierry Marx, mais aussi avec toutes les associations dans tous les quartiers qui s'intéressent à cette question de l'alimentation de la fourche à la fourchette, locale, de qualité, plus végétale. Donc de remettre vraiment tout le monde finalement en réflexion, sachant qu'on parle beaucoup d'adaptation là depuis tout à l'heure au réchauffement climatique, mais il y a aussi la lutte contre le réchauffement climatique, et qu'on sait quand même que l'alimentation et l'agriculture, c'est quand même un quart en France de notre empreinte carbone, si on est juste sur sur les gaz à effet de serre, l'empreinte carbone. Et qu'au niveau mondial, on est à 1/3, et que le premier levier, mais de loin, le premier levier pour arriver à baisser nos émissions de gaz à effet de serre, c'est d'aller vers une alimentation plus végétale. Et nous, on parle souvent de l'assiette 75-25, parce qu'effectivement, on s'appuie sur les travaux à la fois de l'INRAE, qui avait sorti le magazine Ressources, qui avait travaillé là-dessus, le premier numéro, c'est là-dessus, et aussi sur un collectif qui s'appelle le Eat Lancet, qui avait établi que finalement une assiette idéale, ce serait composé à 75% de produits d'origine végétale et 25% de produits d'origine animale, tous produits confondus, viande, poisson, laitage, fromage, crustacés. Et voilà. Et nous, on se dit avec ça, on peut quand même arriver à se faire une assiette finalement où on va se régaler. Donc voilà, c'est important aussi que finalement
les mangeurs, les mangeuses, ils ont aussi leur mot à dire dans l'histoire. Oui, je voudrais juste rebondir sur ce clivage mangeur ou pas mangeur de viande. Moi, j'aime manger de la viande de manière quand même maîtrisée. Pas que parce que je suis éleveur, mais je vais juste rappeler une chose. On était sur le sujet de la diversification et je veux rappeler le rôle important de l'élevage sur nos territoires. Enfin, faut pas faire l'amalgame entre l'élevage intensif et l'élevage extensif. Finalement, l'élevage extensif, il a un rôle primordial sur notre territoire. On l'a bien vu d'ailleurs dans le documentaire. Dans la Drôme, l'élevage permet d'entretenir les sous-bois, permet d'entretenir les surfaces qui ne sont pas du tout cultivables. Parce que d'ailleurs, là où il y avait de l'élevage, finalement, c'est des zones souvent où il était difficile d'avoir une autre culture. Là où on a de la vigne, où il y avait de la vigne, parce qu'historiquement, ça faisait partie du quotidien, on mettait de la vigne, là où on ne pouvait pas mettre de blé, souvent parce qu'il n'y avait pas une profondeur de sol importante. L'élevage, finalement, vient constituer souvent l'opportunité d'avoir ce qu'on appelle des prairies permanentes, qui resteront prairies, peut-être pas toute leur vie, mais 20, 30, 40 ou 50 ans, des prairies qui ne seront jamais retournées. Et c'est les plus grands pièges à carbone qu'on peut avoir sur la planète. C'est les meilleurs pièges à carbone, bien meilleurs que la forêt. Puisque la forêt va stocker le carbone sur la partie extérieure, dans la partie ligneuse, alors qu'une prairie va stocker le carbone dans le sol. Une prairie va stocker entre 0,5 et 1 tonne de carbone par hectare et par an. Et ça, on peut le faire, la prairie, que si on a de l'élevage. Parce qu'on ne va pas juste faire de la prairie pour le plaisir, ou sinon, c'est ce qu'on appelle des paiements pour services rendus en l'environnement. Et je ne crois pas que finalement que le métier d'agriculteur doit être uniquement réalisé par des subventions. Donc on a quand même besoin dans le paysage d'avoir de l'élevage qui soit bien réparti sur tout le territoire, pas avoir qu'une zone comme on a pu avoir. Les Bretons faisaient le lait, dans le Limousin on faisait la viande. Non, pas du tout. Je crois qu'on peut tous participer à cet échelon-là. Moi, je le vois à l'échelle de mon exploitation. On est sur un bassin versant, on a une zone qui est en Natura 2000. Une partie, on ne peut pas mettre de vigne. Finalement, on a la partie élevage, on a la partie céréales. On a plusieurs kilomètres de haies qui viennent jalonner. Au-delà du côté agronomique que ça apporte et pour lequel je suis convaincu, il y a aussi un bien-être pour la population. Quand on est agriculteur dans une petite commune comme la mienne, finalement, on se soucie aussi du bien-être. Les gens qui vivent dans ces communes, ils sont forcément impactés par la vie de notre exploitation ou de mes collègues, parce que quand ils ouvrent leurs portes, leurs volets, ils voient nos vaches, ils voient nos vignes, ils entendent le bruit de nos tracteurs. Donc ça, c'est des choses qu'on doit prendre en compte. Donc le paysage concret, c'est le paysage qui sera partagé avec les citoyens. Donc il faut qu'on ait cette approche agronomique, il faut qu'on ait cette approche économique, il faut qu'on ait aussi cette approche de bien vivre tous ensemble et de faire comprendre pourquoi on a fait ces choix à la population, ces choix qui sont techniques ou induits par ce climat. Merci pour le témoignage. Et je crois que ça rejoint un des leviers dont parlait Ève, ce que peut avoir une municipalité sur la sensibilisation aux choix qu'on fait en tant que... chaque choix que l'on fait en tant que mangeur, mangeuse, de choisir du local, du bio, et savoir que au final, ça rejoint un peu ce que disait à la fin le réalisateur, d'avoir un ring où on serait peut-être tous ensemble, producteurs et mangeurs. Mais alors, très concrètement, comment on fait ? Parce que ça, il y a quand même beaucoup d'idées. Mais voilà, comment ça peut se traduire ? Alors, il y a quelques expérimentations peut-être en cours à Bordeaux. Pour sensibiliser le public, par exemple avec les fermes urbaines. Oui, alors effectivement, nous c'est vrai que quand vous vivez en ville et que vous êtes éloigné des agriculteurs et des agricultrices, forcément vous n'êtes pas dans la conversation avec eux tous les jours, ce qui n'est pas le cas, je pense, quand on habite dans une petite commune et avec des agriculteurs qui sont près de chez nous. Donc une ville comme Bordeaux, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on a aussi favorisé la présence des producteurs, des productrices sur les marchés. On est passé de 10% à aujourd'hui, on est à 35% de producteurs, productrices. Ce qui fait que déjà, quand les Bordelais, les Bordelaises, ils vont faire leur marché, effectivement, ils peuvent échanger avec des fermes qui sont situées aux alentours, et ça crée en fait des liens. Et c'est ce qu'on cherche, c'est très important. Et après, nous, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est à mettre en contact le plus possible les habitants, en particulier les enfants, parce qu'on pense que les enfants, c'est très important qu'ils aient cette formation-là pour leur avenir.
d'effectivement, alors on multiplie, on crée des nouveaux jardins partagés, mais on crée aussi, voilà, on a installé un maraîcher sur l'ancienne pépinière de la ville de Bordeaux qui se situe sur la ceinture maraîchère métropolitaine. Là, on avait 4 hectares finalement en friche, donc on a installé un maraîcher. Donc, ça a été notre petite contribution directe à l'installation. On n'est pas très riche à Ville de Bordeaux en terrain, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc multiplié les jardins partagés, comme je l'ai dit. On a sauvé un jardin qui aurait dû, normalement, un des jardins familiaux qui aurait dû être détruit. On les a d'un hectare aux Aubiers, dans une cité, on les a sauvés. Et on crée en fait 2 fermes urbaines dans 2 quartiers prioritaires de la ville, avec l'idée d'installer aussi de la formation, des ateliers cuisine, de créer vraiment des lieux autour de la production pour réhabituer les enfants, les habitants à voir ce qui pousse par rapport à la saison. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est hyper important de savoir, même pour un enfant qui a vu pousser une carotte ou qui a vu pousser une salade, c'est tout bête, hein, mais il aura envie de la manger. Et ça, c'est juste de la pédagogie. Et donc, ça fait partie aussi du travail que nous, on mène en tant que collectivité, d'essayer effectivement de rapprocher le plus possible. Alors, on n'a pas de grands objectifs d'autonomie alimentaire. On est assez très très humble là-dessus. On sait que là où on peut vraiment jouer, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment plutôt sur la commande publique, où là on a un vrai impact sur les filières, et puis aussi sur le soutien à la création d'outils, notamment avec la métropole. On parlait de légumerie tout à l'heure, là, ou le mine par exemple, où le mine c'est le marché de gros, où là on peut travailler pour effectivement encourager l'installation peut-être de producteurs, la facilitation avec la logistique, etc. Enfin, on peut vraiment, je pense, apporter plein de services qui peuvent faire en sorte que les restaurateurs, les commerces indépendants vont pouvoir aller plus facilement vers les producteurs et les productrices locaux. Mais c'est vrai qu'à notre niveau, sur la création de fermes comme ça et de lieux de production, l'idée, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser notamment les enfants, mais l'ensemble de la population à l'impact et au caractère précieux de ce qu'on mange, parce que ça a une vraie valeur et c'est compliqué, et qu'on ne mange pas n'importe quoi à quel moment. Donc c'est aussi une vocation pédagogique. Merci. Oui, cette compréhension par nous tous, mangeurs, consommateurs, des vicissitudes de la production végétale et animale sous l'effet du changement climatique. Donc cette compréhension, elle est importante, parce que à trop ignorer les difficultés auxquelles sont exposées les agricultrices et les agriculteurs sous l'effet du changement climatique, on risque de perdre beaucoup de choses. Je vais vous donner 2 exemples qui vont peut-être surprendre, même peut-être choquer certaines ou certains d'entre vous. La filière viticole française, il y a quelques années, c'est très frais, a vraiment passé en revue toutes les voies possibles de travail pour essayer de faire face à ce changement climatique, donc ce qu'on appelle l'adaptation. Et l'une d'entre elles, donc ça n'a pas de valeur légale, ça n'est pas dans les rayons, ça n'est pas dans les bouteilles, c'est juste un sujet de travail jusqu'à présent, consiste à réfléchir à la notion de millésime. Donc vous savez que la viticulture française, pas dans sa totalité, mais dans une très grande partie, est appuyée sur le concept de millésime, une année de production dans un terroir donné. Eh bien, la filière viticole française accepte l'idée de travailler sur la notion de mélange d'années, donc ce qui est inimaginable dans la viticulture française millésimée, sur la notion de mélange d'années. Et nous pourrions donc peut-être, c'est pas validé, dans 10 ans, trouver dans les rayons des bouteilles millésimées, donc j'ai dit dans 10 ans, donc 2034, des bouteilles millésimées 2027, dont nous serions sûrs qu'elles contiennent au moins, je donne le chiffre au hasard, 90% de vin issu de raisins collectés en 2027, mais pas le reste, de façon à donner de la souplesse aux producteurs dans la constitution de stock pour la production de vin. Autre exemple, j'étais il n'y a pas très longtemps avec des éleveurs des Bauges, donc dans le nord des Alpes, qui produisent le tome des Bauges, cousin ou
frère même du tome de Savoie, mais ce n'est pas la même appellation. En 2020, ils ont été obligés de demander une dérogation pour recourir à 20% de fourrage hors de la zone d'appellation des Bauges pour nourrir leurs animaux, tellement il y avait eu peu de fourrage, tellement il y avait eu peu d'herbes produites à l'alpage. Donc ce sont quand même des animaux qui montent en altitude dans les départements de Savoie et de Haute-Savoie particulièrement arrosés. Là, cette année-là, il y avait tellement peu d'herbes dans les alpages qu'ils ont été obligés d'affourrager, comme on dit, avec de l'herbe venant hors zone d'appellation. Donc normalement, c'est interdit, d'où la dérogation. En 2020, 20%. 2022, nouvelle demande de dérogation, 40% de fourrage hors zone d'appellation. Ça venait des Alpes de Haute-Provence qui, cette année-là, ont eu plus d'eau que la Savoie et la Haute-Savoie. Donc vous voyez que nous, en tant que mangeurs, consommateurs, on sait en consommant ou en mangeant un produit d'appellation, il répond à un cahier des charges. On peut s'attendre à ce qu'à l'avenir, les cahiers des charges doivent évoluer et devenir donc différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que s'ils sont maintenus gravés dans le marbre comme avec les mêmes termes que lors de leur construction, eh bien, c'est des degrés de liberté qu'on enlève aux agriculteurs et aux éleveurs concernés pour trouver des marges de manœuvre face à un climat qui vient comme ça introduire certaines années des interruptions quasi totales de production, comme dans l'exemple que j'ai donné dans les Bauges. Donc le dialogue, il peut aussi être au travers de la représentation qu'on a des produits, de l'acceptation qu'on a à ce que des règles d'appellation évoluent, etc. Thomas, une réaction à ces mélanges de millésimes? Oui, bon, c'est des réflexions qui sont en cours. Moi, il y a une autre réflexion, on n'a pas abordé, puis je vois que le temps passe. C'est 4 minutes. Voilà. On n'a pas trop parlé de l'eau, qui est un des sujets majeurs. Pourtant, oui, tout à fait. Et moi, je me suis toujours posé la question, c'est qu'il va falloir faire des choix. Et d'ailleurs, j'ai bien apprécié là, quand il a fallu choisir en 2022, c'est à qui on distribue l'eau en premier. Mais on voit qu'ils ont fait preuve d'intelligence. Ils ont dit on va favoriser la filière alimentaire directe, c'est-à-dire le maraîchage. Donc on va leur prioriser l'eau. Et ensuite la pépinière, parce que c'est quand même une perte de fonds importante, où on va sauver les plants. Et puis après, sur l'autre culture secondaire pour l'alimentation animale ou autre, on l'a mise de côté. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur ce stockage de l'eau, je crois que c'est un sujet qui est important. Pour nous, en Gironde, c'est très difficile. On a un secteur on a des secteurs qui sont dotés d'eau. La Haute-Lande et puis un peu plus le Médoc et puis le nord de la région libournaise. Et puis on a des secteurs où aujourd'hui, l'entre-deux-mer, on se pose même la question comment dans les 10 prochaines années on va faire même pour acheminer de l'eau potable pour la population. Alors peut-être qu'à Bordeaux ça peut vous choquer, mais pour nous, chez nous, dans l'entre-deux-mer, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Et pourtant, si on veut se diversifier, il va nous falloir de l'eau. Se diversifier dans l'entre-deux-mer, là où je vis, à chaque fois qu'on veut se diversifier, ça a été dit dans le documentaire, la diversification engendre souvent la question il faut de l'eau. Parce que sans eau, ça devient compliqué de produire. On s'est posé la question à Bordeaux, dans la modification du cahier des charges. On a des années sèches, et non pas en 2024. Il va falloir qu'on irrigue. Il va falloir qu'on modifie nos cahiers des charges pour irriguer. Je ne suis pas persuadé que ça soit la priorité aujourd'hui de la viticulture, je parle bordelaise, de dire notre priorité c'est l'irrigation. Non, on a encore des moyens, des leviers techniques, des leviers agronomiques, il faut qu'on travaille. Le taux de matière organique dans les sols, même si j'ai dit que cette année ce n'était pas l'idéal. La profondeur d'enracinement, on sait que le repositionnement d'un plant au moment de la plantation va le rendre plus résilient à la sécheresse, le choix du porte-greffe. En fait, on a encore beaucoup de cartes en nous qu'il va falloir qu'on utilise, sûrement qu'on change nos pratiques, avant d'avoir recours à l'eau. Par contre, dans d'autres filières agricoles, pour moi, ça me paraît impensable de ne pas avoir accès à l'eau. Et si on veut répondre aux besoins, notamment de Bordeaux Métropole, et avoir une autonomie alimentaire beaucoup plus importante sur nos territoires, il va falloir qu'on donne plus d'accès à l'eau sur ces territoires. Ils ont bien dit, la création d'une filière de diversification avec 2 à 4000 mètres cubes d'eau sur une exploitation, c'est une grande mare ou un petit lac. Je ne sais pas comment vous pouvez le schématiser, mais c'est très très peu. Vous permettez à un agriculteur de créer un nouvel atelier, de créer de l'alimentation pour son territoire et de se créer un nouveau revenu.
Oui, effectivement, c'est vrai que l'eau a occupé une bonne partie du film, et c'est vrai que la notion, enfin, même avec l'utilisation du glyphosate à un moment donné, qui était assez perturbatrice. Alors, on n'a plus qu'une minute sur le sujet, mais merci d'avoir évoqué cette notion de l'eau. Ève, Frédéric, un commentaire sur cet aspect? Alors, en fait, c'est passé très très vite. Moi, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, mais peut-être ce qu'il évoque à la fin, je trouve, c'est vraiment quel projet on veut, en fait. Quel projet d'agriculture, quel projet commun on a pour l'avenir, pour l'agriculture en France, mais aussi pour notre région. Et je pense que c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous. C'est pas un sujet qui doit être laissé aux seuls agriculteurs. C'est vraiment un sujet sur lequel chacun finalement doit jouer sa part. Je voudrais juste quand même mentionner une expérimentation qui a lieu en ce moment en Gironde, qui est portée par le département de la Gironde, coportée avec la ville de Bordeaux et par le collectif citoyen Acclimataction, qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation. Je trouve que c'est très intéressant parce que c'est une utopie réaliste, dans le sens où, on imagine aujourd'hui la sécurité sociale, tout le monde connaît, vous êtes malade, vous allez dans une pharmacie, vous achetez votre médicament, il y a une partie qui est remboursée, et on imagine que demain, parce que l'alimentation a un rôle très important sur la santé, on dit Hippocrate qui dit que ton aliment soit ton médicament, je crois que c'est comme ça, c'est dans ce sens-là, mais ça marque aussi dans l'autre, et donc finalement, de s'alimenter sainement, ça fait partie en fait d'une forme de prévention des maladies qu'on pourrait avoir, et que donc on pourrait imaginer demain rentrer dans un magasin avec une carte et qu'une partie finalement soit remboursée. Et le fait de faire cette expérimentation, c'est vraiment super parce que on l'a travaillé, elle a été travaillée avec 40 personnes qui ont réfléchi, et 8 personnes sur 10 étaient en situation de précarité alimentaire. Donc ce que j'ai trouvé intéressant, on l'a suivi, c'est encore en cours, mais il y a eu toute la période de construction, c'est qu'en fait, des personnes qui étaient en situation de précarité alimentaire, finalement, se sont réinterrogées, repris en main ce sujet, en se disant, mais en fait, comment on a envie d'être nourri, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que demain, finalement, on puisse choisir, qu'on ait un droit tous à l'alimentation. Et je trouve que d'avoir des espaces comme ça, où on remet tout à plat en se disant, mais comment est-ce qu'on pourrait demain fonctionner différemment, avec un système finalement qui est beaucoup plus équitable pour tout le monde, qui laisse personne de côté. Je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà, donc c'est vraiment des espaces comme ça qui permettent de débattre et qui permettent de poser les sujets qu'on a vus dans le film, et de dépasser les clivages qu'on peut avoir, notamment sur la question de l'eau, où en fait je pense que c'est vraiment un sujet. Par contre, c'est vrai que c'est pas en sortant les canons qu'on va réussir à résoudre le problème, quoi. Oui, simplement pour remettre en mémoire quelques points uniquement techniques. Le climat des décennies qui viennent en France, globalement, se traduit par des besoins accrus pour les cultures si on ne change rien par ailleurs, toute chose égale par ailleurs, comme on dit. Donc ça tire plutôt le curseur dans le sens donner accès à davantage d'eau aux agriculteurs en France. Après, c'est un peu à moduler suivant les régions. Néanmoins, en parallèle, on a des écoulements en France, donc on va dire une capacité des hydrosystèmes naturels à se renouveler qui va être plutôt à la baisse, donc une disponibilité en eau moins généreuse qu'elle n'était par le passé. Donc il faut veiller sur un plan technique à ce que les systèmes culturaux qui seront maintenus ou mis en place et les projets de stockage d'eau, s'il y en a, là où il y en a, ne se fassent pas en ignorant cette évolution à la baisse des ressources en eau, des ressources naturelles en eau, ce qui veut donc dire trouver un équilibre intelligent entre éventuellement, là où c'est nécessaire, accroître des capacités de stockage, mais partout où c'est possible, travaille aussi la question des économies, de l'efficience, de l'orientation vers des cultures un peu moins consommatrices d'eau, pour rester dans des systèmes à l'équilibre. Merci. Je crois que ce sera le mot de la fin pour la table ronde. Merci à tous les trois. On reste là. Est-ce que donc des questions dans le public?
On a un merveilleux... Oui, tout là-bas. On va vous lancer un ballon. Enfin, on va vous lancer le micro. Ce que j'ai dans les mains est un micro. Donc, effectivement, il faut parler très proche de la pastille noire sur le dessus. Et après, vous pouvez faire une passe à la personne suivante pour poser une question. Je vais faire une double passe. Comme ça, vous allez... Il faut faire un relais au milieu, là. Patinant sur le dessus. Oui. Alors, dans combien de décennies le choc climatique va-t-il apparaître? Alors, moi, je pense qu'il a déjà apparu. Avoir apparu, hein, oui, il a déjà apparu. Alors peut-être pas pour tout le monde et peut-être pas de la même façon. Les arboricultrices et arboriculteurs de la Drôme qui se sont pris à partir de 2019-2020 des phénomènes de gel, de grêle à répétition ont été convaincus qu'il se passait quelque chose à ce moment-là. Les céréaliers français ont dû attendre 2010 pour, s'ils ont lu l'article scientifique qui en faisait l'analyse, pour réaliser que depuis le milieu des années 90, le rendement des céréales à paille en France ne progressait plus, principalement, pas uniquement, mais principalement sous l'effet du changement climatique. Je pense que ça s'est fait à la hauteur de ce que chacun d'entre nous, Français, et donc les agriculteurs, à la hauteur de ce que chacun d'entre nous a pu vivre, constater, à quoi il a pu être exposé, parce que je crois beaucoup à la force du réel sur la modification des perceptions. Donc moi je pense que le choc il est déjà là, le défi il est considérable, les transformations que va devoir assumer l'agriculture française, quand je dis agriculture il y a toujours élevage dedans, hein. Les transformations sont considérables, tout le monde n'en a pas la même image, évidemment, c'est le principe d'une démocratie, et heureusement qu'on est en démocratie. Tant qu'elle reste apaisée, c'est préférable, y compris sur les sujets comme la gestion de l'eau. Mais moi, je pense que le choc, il est déjà là. Ce qui je pense, n'est pas certain, c'est la conscience chez chacun d'entre nous de à quel point l'agriculture va devoir se modifier pour continuer à être présente, profitable et nourrir dans notre pays. Je suis convaincu que les changements qui sont devant nous sont tout à fait considérables. Le stockage qui a été évoqué, faut-il stocker ou ne pas stocker? That's the question. Je vais laisser le professionnel répondre. Mon avis, ça serait de vous dire qu'il faut stocker, mais stocker de manière équitable sur le territoire pour que un minimum d'agriculteurs puissent avoir accès à l'eau pour pouvoir justement se diversifier, pour ne pas avoir cet effet de clivage, de dire certains agriculteurs auront plus de moyens que d'autres. Par contre, la question qui est très importante, c'est de quelle manière on effectue ce stockage. Voilà. Là, on parle d'une année où, je vous redonne l'exemple, les Gironde, où on va à peu près finir à 1500 mm, mais je crois que ce n'est pas que Gironde, c'est plutôt national, et on est à peu près dans ces niveaux-là. Même, je crois, la Corrèze, ils sont à 2000 mm sur les données. C'est de se dire, on vient de passer une année où on aurait pu grandement stocker sur ces réserves. Par contre, à l'inverse, on prend une année 2022, est-ce que nous, agriculteurs, il ne faut pas qu'on accepte de ne pas stocker certaines années? Voilà. Faire du stockage intelligemment me paraît opportun, mais encore faut-il qu'on ait tous la capacité à un moment de dire non, cette année on ne fera pas de stockage. Je vous remercie. Juste sur ce sujet de l'eau, à Bordeaux, on a lancé le sommet de l'agroécologie qui a lieu en novembre, donc première édition l'année dernière, c'était sur le sujet de l'eau. Et en fait, cette année c'est sur les flux, ça aura lieu le 14 novembre. Et vous pouvez revoir l'intégralité. On a fait venir des scientifiques pour échanger justement sur ces questions de l'eau.
Et l'intégralité en fait des échanges est consultable sur le site du sommet de l'agroécologie à Bordeaux. Je ne sais pas où est parti le micro. Ah, il est là. Okay. Attention, monsieur, on va faire une passe. Je vais essayer d'être un peu plus précis que tout à l'heure. Tenez bien vos appuis. Magnifique. Voilà. Alors, bonjour. Alors, moi, je suis salarié viticole et je vois qu'il y a au niveau des élites, des gens qui réfléchissent là, il y a une prise de conscience quand même assez importante, une connaissance du problème qui est assez quand même développée depuis pas mal d'années. Et je me demande, par exemple, il y a beaucoup de viticulteurs qui ont arraché leur vigne cette année. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment est-ce qu'on peut planifier et piloter ce renouveau, si vous voulez, de l'agriculture en Gironde, cette modification des productions? Voilà l'idée. Alors, typiquement, on est sur le sujet de la diversification. Concrètement, on parle d'à peu près 10 000 hectares arrachés avec la prime. On a des arrachages sans prime. On va avoir des nouveaux arrachages qui vont arriver. Il y a une partie de ces arrachages qui sont en renaturation. Donc les terres sont bloquées pendant 20 ans. On n'aura plus le droit de faire d'activité agricole. Ça représente à peu près 6 000 hectares de blocage. Pour le reste, sur la diversification, à la Chambre d'agriculture de la Gironde, on a un livret d'accompagnement de diversification. On fait énormément de réunions sur le terrain. On reçoit beaucoup d'agriculteurs. Par contre, la conversion entre les agriculteurs qui viennent et qui vont se diversifier, on en a très très peu, pour plusieurs raisons. C'est que économiquement, c'est un investissement important pour se diversifier. Souvent, c'est une mise en culture qui est plutôt longue. Si on prend des cultures pérennes, arboricoles, on est minimum sur 4, 5, 6 ans. Donc c'est pas évident. Il faut avoir l'accès à l'eau. Il y a énormément de cultures, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'accès à l'eau. On n'est pas très loin du Lot-et-Garonne. On prend l'exemple de la noisette. Il fallait planter de la noisette partout. Un hectare de noisette, c'est 2000 mètres cubes d'eau par an. Donc clairement, si vous n'avez pas d'eau, c'est pas la peine d'y aller. On parlait de l'olivier, on travaille sur l'olivier en sec, même si ça reste de l'expérimentation. On a plus d'une vingtaine de cultures de diversification, mais encore faut-il que l'agriculteur qui soit en face ait envie d'y aller, ou que, ça serait mon souhait, qu'on ait des jeunes qui souhaitent s'installer. Et alors là, on va au-delà du changement climatique, c'est tous les outils mis à la disposition pour que demain, on puisse assurer le renouvellement des générations d'agriculture. Donc souvent, le frein, c'est le portage foncier, c'est le revenu. Donc on a une dotation pour les nouveaux installés. On a des portages fonciers pour aider les jeunes à acquérir les terres ou les avoir en fermage. On a des outils. Clairement, on a des outils. Maintenant, sur ces cultures de diversification, Frédéric a donné certains exemples. Tout à l'heure, c'était l'aloe vera. On entend parler aujourd'hui la pistache, la cacahuète, la grenade, le mandarinier. On a beaucoup de choses qui sont en train de se tramer. Je parle Gironde, mais nos voisins sur les autres départements se posent les mêmes questions. C'est des leaders qui sont en train d'y partir, qui amènent des groupes ou qui n'amènent pas des groupes. On reprend cet exemple d'Olivier qui a fait beaucoup de bruit. On a monté l'association des oléiculteurs de Nouvelle-Aquitaine. Ça s'est fait en 1 an et demi. En 1 an et demi, aujourd'hui, on a quasiment 80 personnes qui sont parties sur la filière oléicole. Voilà. On a déjà professionnalisé cette filière. Maintenant, il va falloir l'accompagner techniquement avec les outils industriels. On travaille sur la filière chanvre avec un outil de transformation pour le chanvre. Voilà. Je pourrais vous en détailler énormément, mais si on propose une filière de diversification, mais qu'en face, on n'a pas la volonté, l'énergie ou les moyens pour y aller, effectivement, ça sera compliqué. Et je vous rejoins sur une chose, je ne sais pas ce qu'on va faire de toutes ces terres en Gironde. C'est ouvert. Moi, je suis à moitié espagnol, c'est-à-dire que je viens d'une région, c'est l'Extrémadure, en Espagne. Là-bas, on fait énormément d'oliviers, ils en plantent énormément. Il n'y a pas de limitation comme pour la viticulture des surfaces plantées. Et ils ont remplacé tous les arbres fruitiers, ils avaient beaucoup de pruniers, irrigués, etc. Et ils remplacent par des pistaches, de la pistache, énormément de pistaches, parce que ça rapporte. Mais en surface, c'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup de plantations. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de se lancer sur des filières qui ne soient pas pérennes, quoi ?
pistache, on démarre gentiment. L'amandier, pareil, ils en mettent, mais l'amandier, chez nous, on sait que ça gèle une année sur 2, donc économiquement, c'est extrêmement compliqué. Mais je vais juste vous donner l'exemple de l'oléiculture, c'est qu'en France, on produit 4% de notre consommation. Voilà. On fait 5000 tonnes d'huile d'olive en France sur une production mondiale de 3 millions. On est extrêmement petit. En fait, la production oléicole française, c'est une production haut de gamme qui est portée par le sud de la France avec des productions en AOP ou essentiellement portée sur des filières de vente directe où le prix moyen du litre d'huile est entre 20 et 25 euros. Donc on n'est pas du tout sur le même segment de marché que la filière espagnole parce que clairement, oui, on n'est pas en mesure d'aller les concurrencer. Merci. Ève, vous vouliez Moi, je voulais juste, alors là, je vais prendre ma casquette de conseillère départementale, parce que je suis aussi conseillère départementale de la Gironde, et on a lancé en fait cette année un réseau, le réseau des fermes Gironde alimentaires, et pour inaugurer le lancement, donc ça a vocation à être un réseau de partage entre fermes de taille humaine, puisque en fait en Gironde on a 38% de petites et moyennes fermes, et nous on pense que c'est vraiment un modèle en circuit court, donc c'est les fermes à taille humaine en agroécologie en circuit court. On pense que c'est vraiment un modèle qu'on doit soutenir. Et donc pour le choix du lancement de ce réseau, on l'a fait dans un château à Camblane, château Le Parvis, qui fait de la vigne mais qui fait aussi du maraîchage. Et on trouve que c'est intéressant parce que finalement, c'est un modèle peut-être qui, finalement, ne mettant pas les œufs dans le même panier, peut arriver à être plus résilient peut-être demain face à des enjeux, des crises, des différentes crises, et avoir comme ça plusieurs jambes pour économiquement pouvoir mieux rebondir. Et on pense que c'est important de montrer aussi et de mettre en valeur des modèles qui fonctionnent bien, des modèles qui font envie, parce que les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin de voir des modèles comme ça, de jeunes qui sont heureux dans ce qu'ils font et qui finalement arrivent à trouver des débouchés et peuvent partager aussi des modèles, des organisations qui fonctionnent. Je crois que le micro est parti en haut. J'avais une question en fait sur les diversifications. Est-ce qu'il y a, dans le Bordelais, est-ce qu'il y a des espaces où il y a plus de diversification par rapport à d'autres? Est-ce que vous voyez des différences territoriales en fait? Non, historiquement, on a toujours dit que l'entre-deux-mers, c'était la terre de la polyculture élevage, mais on voit bien qu'avec la crise viticole, quand on refait une photographie aujourd'hui de nos espaces agricoles, que les fermes se sont vraiment orientées sur de la monoculture viticole, et les secteurs est de la Gironde, qui étaient encore des secteurs d'élevage, de grande culture, de pruniculture, avaient beaucoup basculé sur la viticulture. Donc il n'y a pas forcément un secteur qui est extrêmement diversifié. Après, qu'est-ce qu'on appelle la diversification ? Si on prend la Haute-Lande, oui, ils sont diversifiés parce qu'ils font du maïs, ils font du haricot vert, ils font de la courgette, de la carotte, de la patate. Oui, c'est de la culture légumière. Alors, en tant que tel, ça reste du maraîchage de plein champ industriel, mais ils ont plusieurs cultures où ils ont une certaine agilité, on va dire, parce qu'en fonction de la météo et de la climato, eux, ils vont être capables finalement de changer un peu leur assolement. Alors, une certaine variabilité, on l'a vu tout à l'heure, quand on vous parlait du tournesol ou de l'ail, il y a des rotations de culture. On ne va pas mettre des carottes tous les ans pendant 5 ans. Les carottes, c'est tous les 6 ou 7 ans. La patate, c'est tous les 5 ans, etc. Donc, entre-temps, il faut avoir des cultures intermédiaires. Il n'y a pas vraiment un modèle de diversification très important. Moi, dans mon cas, on est viticulteur, éleveur. On s'est lancé en oléiculture, on a quelques chaînes truffiers également, mais si je vous prends les 2 ateliers principaux, pour vous donner un ordre d'idée, l'élevage, c'est 15% de mon chiffre d'affaires. Voilà. Donc quand la viticulture va mal, oui, j'ai l'élevage qui a rarement été très très bien depuis de nombreuses années. Ça va un peu mieux depuis 2-3 ans sur le cours de la viande. Sur la partie maladie émergente, c'est plutôt l'inverse.
Donc après, il y a chiffre d'affaires et résultat qui va être induit. C'est pas suffisant, moi, pour me sauver mon exploitation si vraiment l'activité viticole était totalement en danger. Donc c'est aussi pour ça qu'on développe d'autres activités de diversification, et on pense même là aujourd'hui, à partir sur l'onotourisme, à avoir un gîte sur l'exploitation pour vraiment, là pour le coup, ne vraiment pas avoir tous nos œufs dans le même panier et être beaucoup plus résilient par rapport à ces activités. Et le gîte, pour une autre raison, c'est que vis-à-vis de la climatologie, un gîte rural ou un gîte œnotouristique, ça ne craint pas le gel, ça ne craint pas la grêle, et ça ne craint pas les maladies fongiques comme le mildiou. Donc pour moi, ça, c'est une vraie bouffée d'air pur. Merci. Je me posais aussi la question par rapport aux nouveaux essais de diversification. Est-ce que vous voyez pas la diversification traditionnelle, mais là, dans ce qui est nouveau, dans les nouvelles introductions, est-ce qu'il y a des espaces qui sont un petit peu phares dans le Bordelais? C'est laboratoire agricole, finalement. Vous pensez quelque chose de plus précis quand vous parlez de nouvelles diversifications? Dans les nouvelles introductions, donc ce qui est fait maintenant par rapport à la crise climatique et économique, est-ce qu'il y a des espaces du Bordelais qui se distinguent des autres, ou c'est un peu partout? Toute filière confondue ou... Viticole. Ah, sur viticole, ouais. On a des... On a des zones où il y a de l'expérimentation qui est un peu plus poussée. On peut prendre l'Institut Bernard Magret, par exemple, qui, eux, ont une collection de variétés depuis un peu plus de 10 ans, où ils travaillent justement sur cette diversité de cépages. Les instituts de recherche INRAE, la Chambre d'agriculture avec l'IAV au sein du Vinopole. Oui, on a quand même ces laboratoires qui y travaillent. Et puis il y a eu le programme VitiRêve, qui était un programme d'innovation territoriale qui a été développé. Alors, je ne vais pas vous faire tout le détail de VitiRêve, parce qu'il y a des laboratoires territoriaux sur l'adaptation justement à la lutte contre le gel, à l'adaptation sociétale entre la vie entre un secteur viticole et les habitants. Vous avez sur le choix variétal, sur la lutte contre la flavescence dorée. Vous avez plusieurs projets, la robotique. Oui, on a des laboratoires territoriaux pour travailler sur le changement climatique, et pas que le changement climatique. Merci. Vous pouvez envoyer le ballon. Non, juste petite question. Quand vous avez évoqué du coup les 6000 hectares qui sont arrachés, on ne pourra pas réplanter pendant 20 ans. Il va se passer quoi sur ces 6000 hectares? Alors c'est une réglementation européenne. C'est-à-dire que c'est une fenêtre de tir qui a permis de récupérer une enveloppe disponible au niveau de l'Europe qui visait à redonner des espaces naturels. Voilà, donc ça va nous permettre de lutter aussi. L'objectif, c'est de limiter l'impact sanitaire des maladies type flavescence dorée sur le territoire en arrachant totalement les vignes. Donc pendant 20 ans, on doit garder le statut de jachère. Donc jachère agricole, jachère fleurie, jachère paysagère, ou reboisement. Les projets de reboisement pourraient passer. Mais en gros, on ne peut plus avoir d'activité économique, ni même de faire du pâturage, par exemple. Il n'est pas question d'aller faire du pâturage, de faire du foin, de récolter l'herbe. Ça reste vraiment un espace type zone humide ou zone naturelle. C'est un peu aberrant en termes d'agriculteurs de se dire que une terre qui a le statut agricole ou naturel ne puisse plus être cultivée. C'est assez bizarre. Et le risque, il est paysager, puisque si c'est plus cultivé, c'est abandonné. Et on est quand même un département qui est touristique, qui veut faire de l'onotourisme. Et ce qu'on souhaite, c'est que quand les gens viennent à Bordeaux, c'est puisse avoir un paysage qui soit agréable. Et voilà. Après, on se dit qu'avec le temps, tout change. Après, la jachère fleurie, ça peut être joli aussi. Oui, ça peut être joli. Encore faut-il qu'elle y soit. Et juste jachère, mais est-ce qu'on peut y planter des forêts, ou du coup ça passera en statut forestier et c'est pas possible? En reboisement, oui, en reboisement, ça peut être fait, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public?
j'avais peut-être une petite question, peut-être une réflexion collective sur qu'est-ce qu'on pourrait donner comme nouvelle signification à la théorie du boxeur qu'on a vu évoluer au moment du film. Donc, était le fait qu'on ne puisse pas, à force d'avoir trop de sécheresse, on ne peut pas encaisser les coups qui suivent. Après, c'était finalement baisser sa garde et travailler son jeu de jambes. Donc, je voyais bien cette idée. Est-ce qu'on peut essayer de réfléchir ensemble à ce que pourrait être cette nouvelle théorie du boxeur ou pas? Se laisser partir dans les cordes pour revenir au milieu du ring. Voilà, c'est pas mal. On pourrait se dire que peut-être que la théorie du boxeur, c'est tomber 7 fois et se relever 8. Déjà, on pourrait aussi appeler la théorie de la boxeuse, déjà, on pourrait changer. La théorie de la boxeuse. Alors moi, c'était dans l'idée aussi qu'on pouvait peut-être changer les règles, ne pas seulement être deux dans le combat, et le faire plutôt quelque chose de participatif, collectif, pour revoir cette histoire de mangeur, mangeuse, fourchette, fourche. On pourrait trouver une nouvelle règle. Ça n'inspire pas d'en face. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à nos 3 intervenants, intervenantes. Merci pour vos questions dans le public. Et puis, je crois que... Quel est le prochain événement ici, à l'auditorium? Je n'ai pas la date. Alors, c'est quoi? Ah, jeudi. C'est bientôt, prochain rendez-vous. Ah bah oui, grand quiz du vin spécial environnement. Voilà. On vous retrouve donc le 7.